Merci, messieurs les présidents, merci beaucoup pour cette invitation. C'est avec réel plaisir que j'ai préparé cette présentation en miroir avec mon collègue Pierre Moissonnier. Et l'idée, c'est de réfléchir à la neurochirurgie des tumeurs intracrâniennes. Alors, je présenterai bien sûr ce que l'on fait aujourd'hui en neurochirurgie humaine, et sans rien oublier, bien évidemment, ce que l'on doit au modèle préclinique pour améliorer notre prise en charge. Alors, je propose d'articuler ma présentation de façon suivante, c'est finalement pourquoi opérer. On n'aura pas trop le temps de s'arrêter à quand et qui opérer, et on parlera également de comment opérer, notamment quelles techniques permettent de guider l'acte chirurgical pour optimiser la résection des tumeurs. La première question, c'est celle du pourquoi. Et je vais illustrer mon propos avec un type de tumeurs qui sont les gliomes diffus, qui sont les tumeurs cérébrales primitives les plus fréquentes, qui ont des particularités constitutives qui vont vraiment conditionner toute leur prise en charge. Tout d'abord, les gliomes infiltrants sont des lésions hétérogènes avec une densité de cellules et d'agressivité qui varie en fonction des endroits de la lésion. Deuxièmement, ce sont des tumeurs sans limite, il n'y a pas de capsule tumorale, elles infiltrent le cerveau et donc il y a une composante de cellules tumorales isolées qui est très difficile à individualiser. La première question, c'est comment voir un gliome, et qu'est-ce que l'on voit d'un gliome lorsqu'on l'étudie, notamment en imagerie IRM. Et les questions qui sont posées et qui restent d'actualité, c'est comment faire pour voir une infiltration tumorale à faible densité. Ça pose la question de la sensibilité de l'IRM à dépister ces lésions. Et là, on voit que des travaux qui datent des années 2000 sont assez récents, montrent que finalement, dans les gliomes diffus, des cellules tumorales existent au-delà de toute anomalie visible à l'IRM, dans tous les cas, et plusieurs centimètres au-delà des anomalies radiologiques de l'IRM. Et donc, l'IRM sous-estime l'extension spatiale des gliomes diffus, et l'IRM, cette image est appropriée, ne montre qu'une partie visible de l'iceberg, mais de façon invisible à l'IRM, il y a toute une composante d'infiltration tumorale qui vient gêner la délimitation de ces lésions. Le deuxième constat, c'est l'hétérogénéité de ces tumeurs. Au sein d'une même lésion va coexister des composantes tumorales de nature très différente. Et là, c'est extrêmement important pour le chirurgien parce que lorsqu'il va faire des prélèvements, eh bien, il peut orienter le diagnostic. Sur cette lésion-là, qui est un gliome malin le plus typique chez l'homme, si l'on prélève la composante la plus agressive, ou on verra de la nécrose, ou on verra du tissu tumoral, l'anatomopathologiste pourra poser de façon aisée et sans se tromper un diagnostic de gliome malin et on pourra guider le traitement correctement. Mais si le chirurgien se contente de donner comme prélèvement une composante plus périphérique contenant que des cellules tumorales isolées, le médecin anatomopathologiste pourra conclure à tort à un diagnostic de gliome de bas grade de malignité, conditionnant ainsi un mauvais traitement à l'issue. Et là, c'est fondamental et ça vient faire résonner la difficulté à avoir une classification efficace des tumeurs cérébrales. Elle est établie par l'OMS, les premières classifications datent de 1924 et on a toujours, encore aujourd'hui, un manque de reproductibilité de cette classification parce qu'il y a une variabilité interindividuelle et ça pose la question de la pertinence pronostique puisque les traitements oncologiques sont guidés sur cette classification. La dernière version de la classification OMS date de 2016 et elle a fait quand même de grands changements. Pour la première fois, l'OMS a décidé d'intégrer dans cette classification des données cliniques puisque la même tumeur chez l'enfant ou chez la personne de 80 ans n'aura pas les mêmes particularités ni même agressivité. Également des données d'imagerie parce qu'une même lésion dans des endroits différents ne va pas avoir le même pronostic. Et également, elle associe des données de biologie moléculaire pour avoir un diagnostic que l'on appelle intégré, des données morphologiques associées à des données moléculaires et qui ont pour but notamment d'aider à surpasser ces difficultés d'échantillonnage. Et là, je vous montre finalement, excusez-moi de ce terme, mais du bordel que ça engendre. Une classification de tumeurs selon 2007, avec une reclassification selon 2016, on voit que les types tumoraux changent. Cette classification fait éminemment varier la façon de classer ces tumeurs. L'intérêt, c'est qu'on va affiner les sous-types tumoraux. La difficulté, c'est qu'on ne sait plus finalement comment traiter une tumeur qui s'appelait avant un astrocytome de grade 3 et qui ne s'appelle aujourd'hui plus comme ça. Il y a quand même un véritable intérêt, c'est qu'aujourd'hui, cette nouvelle classification
permet de disséquer certains groupes avant uniques en différentes entités qui ont des valeurs pronostiques différentes. Donc quand même, ça aide à affiner l'aiguillage pronostique et donc thérapeutique de nos patients. Et également, l'intégration de données de biologie moléculaire permet de regrouper dans une même entité des éléments qui avaient l'air différents mais qui ont le même comportement pronostique. Donc il y a une avancée qui reste imparfaite et la prochaine version de la classification de l'OMS des tumeurs du système nerveux central est prévue cette année. Les conséquences pour le neurochirurgien, elles sont simples, c'est que ces constats entraînent deux contraintes. Premièrement, c'est qu'il faut avoir des prélèvements qui soient représentatifs de la lésion et deuxièmement, il faut avoir des prélèvements en quantité suffisante pour pouvoir faire toutes les analyses qui sont requises. Et chez l'homme, il est clairement démontré que pour arriver à ça, l'exérèse chirurgicale est supérieure à la biopsie, qu'elle soit à crâne fermé ou à crâne ouvert, parce que la biopsie, entraînant des prélèvements fatalement plus limités, a un risque de défaut de grading dans un quart des cas. On sous-grade dans un quart des cas, ce qui est considérable, et donc il y a une nécessité de multiplier les prélèvements. Et la conséquence pratique, c'est que chez l'homme, la biopsie ne doit être proposée que si l'on ne peut pas faire plus, que si l'on ne peut pas proposer d'exérèse chirurgicale. Sinon, il faut aller à l'exérèse. Et cette chirurgie de résection, elle a différents buts et elle se heurte à la difficulté qu'on a énoncée tout à l'heure, à savoir qu'est-ce qu'on retire, puisque l'on sait que ce qu'on voit à l'IRM n'est qu'une partie limitée de la tumeur. Et la question posée de tout temps et encore plus aujourd'hui aux neurochirurgiens, c'est quelles sont les limites de résection. Et pour s'aider, le chirurgien, il va essayer d'avoir des outils péropératoires pour se guider, des outils d'imagerie péropératoire. On verra l'exemple de la neuronavigation IRM, l'exemple de l'IRM péropératoire. Il va essayer de mieux voir la tumeur avec des exemples de fluorescence induite péropératoire et également il va tenir compte de la présence très probable de cellules tumorales dans les limites de sa résection en mettant en place une chimiothérapie in situ. Tout en n'oubliant pas que retirer du cerveau malade, c'est prendre un risque fonctionnel et qu'il faut bien évidemment s'entourer de toute précaution pour préserver la fonction du patient. Ce sont des chirurgies de résection qui se font sous le contrôle d'une cartographie fonctionnelle péropératoire en conditions éveillées. La chirurgie, encore aujourd'hui, elle a différents buts. Le premier des buts, c'est améliorer les symptômes du patient. En retirant la lésion, on va lever l'effet de masse, lever l'hypertension intracrânienne, améliorer le contrôle de déficit cognitif ou de déficit neurologique et améliorer le contrôle des crises d'épilepsie. Et tout ça va concourir à préserver l'état fonctionnel du patient, concourir à préserver, sinon restaurer la qualité de vie des patients et notamment améliorer le retour à la vie professionnelle qui est finalement un bon marqueur d'une qualité de vie correcte à l'issue du traitement. Un exemple pour l'impact de la chirurgie de résection sur le contrôle des crises d'épilepsie, sur une série de plus de 300 patients porteurs d'un même type de gliome qui avaient tous des crises d'épilepsie avant la chirurgie, on s'aperçoit que l'étendue de la résection conditionne le contrôle des crises. Vous avez ici à gauche des exérèses très partielles jusqu'à des exérèses complètes. On s'aperçoit que plus l'exérèse est satisfaisante, plus le risque d'avoir des crises non contrôlées après la chirurgie est faible. Et de la même façon, plus l'exérèse est importante, plus la chance d'avoir une épilepsie contrôlée sans médicaments est grande. Et c'est un très bon exemple de l'impact chirurgical sur l'amélioration de la qualité de vie. Je n'ai plus de crise d'épilepsie, je n'ai plus de médicaments, donc qui donne le plus de chances d'avoir une vie correcte. L'autre et le second but de la chirurgie, c'est le contrôle oncologique et le contrôle pronostique. Il est bien connu pour les gliomes infiltrants, quel que soit leur grade de malignité chez l'homme, c'est de retirer le plus possible, améliore la survie. Et là, on a eu une évolution ces 30 dernières années de ce concept-là. Sur cet exemple-là, des glioblastomes qui sont les gliomes de grade 4, il y a eu une évolution du concept de l'impact sur la chirurgie de résection. Début des années 2000, on pensait qu'il y avait une sorte de loi du tout ou rien. Soit on enlevait toute la tumeur et ça valait le coup parce que ça améliore le pronostic, soit on en laissait un peu, ça ne servait à rien. Et le cut-off admis à l'époque, il était au-dessus de 98%, c'était vraiment une loi du tout ou rien. Les études plus récentes, dans les débuts des années 2010, permettaient d'aller un peu plus loin en disant c'est pas si vrai que ça, si on en laisse, c'est moins bien mais c'est pas si grave, avec un impact supérieur à 78% de tumeurs retirées pour avoir
avoir un impact sur la survie. Donc on a un petit peu étendu ainsi les indications et finalement actuellement on est arrivé à une conception beaucoup plus raisonnable. Il y a clairement un continuum entre l'étendue de la résection et le bénéfice de la survie pour nos patients. Plus on en retire, plus c'est utile, mais retirer un petit peu reste un petit peu utile. Et ça va avoir des implications parce que là je vous parle d'un traitement de chirurgie à la première ligne, à la découverte de la maladie, mais également traiter de façon itérative est important. Nous sommes face à des gliomes infiltrants qui sont des tumeurs incurables qui vont récidiver malgré la chirurgie, malgré la radiothérapie, malgré la chimiothérapie, et on s'est aperçu que plus on traite en première ligne et à la récidive, autant que de besoin, on va améliorer le pronostic des patients. Donc il ne faut pas hésiter à retraiter les patients quand la maladie progresse, parce que c'est comme ça qu'on va les faire vivre, entre guillemets, longtemps. Et là, c'est une série de mon hôpital où on a un lien clair entre la survie et le nombre de progressions qu'on aura pu traiter et le nombre de lignes de traitement qu'on aura pu mettre en place. Clairement, pour avoir des traitements itératifs, il faut que le patient soit en bon état, mais s'il est en bon état, il est en mesure de profiter de l'impact positif de ces traitements répétés. Donc ça plaide aujourd'hui en faveur d'une chirurgie la plus active possible. On opère dès qu'on peut, autant de fois que possible, pour améliorer la survie de nos patients, tout en préservant le qualité de vie. Enfin, qui opérer? Eh bien là, c'est assez simple. Tous les patients qui sont porteurs d'un gliome diffus, tout d'abord ceux qui ont une tumeur symptomatique, chez qui on pense pouvoir retirer du tissu tumoral avec un risque faible de les aggraver. Deuxièmement, on peut proposer une chirurgie à des patients qui ont un gliome qui sont asymptomatiques mais qu'une tumeur qui progresse sur le suivi d'IRM, de la même façon chez qui on peut faire une exérèse avec un risque faible de les aggraver. Enfin, on peut proposer un geste chirurgical chez quelqu'un qui est très symptomatique, même si on pense qu'on ne va pas retirer beaucoup de tumeurs et donc on n'aura pas d'impact oncologique, mais l'intérêt sera symptomatique. Dans les autres cas, on se contentera d'une diagnostic par biopsie et dans certains cas, on fait une abstention diagnostique, pas besoin de faire un geste chirurgical si derrière l'état du patient ou ses souhaits empêcheront de réaliser un traitement oncologique et dans notre pratique, c'est moins de 5% des cas. Sachant qu'aujourd'hui, les recommandations de l'Institut national du cancer, c'est de faire des décisions en réunion de concertation pluridisciplinaire pour choisir la prise en charge thérapeutique la plus collégiale et valable pour notre patient. Après, puisqu'on a décidé d'opérer, comment on va le faire? Eh bien, on peut s'aider de différents outils. Le premier outil qui est disponible en routine clinique, c'est la neuronavigation IRM péropératoire. Pour faire simple, c'est un véritable GPS du cerveau. Dans votre voiture, le GPS vous dit où vous êtes et vous dit où vous rendre à votre destination. Ben là, c'est pareil. Notre patient, on le place dans un cadre rigide. On accroche à ce cadre rigide un petit capteur tridimensionnel qui va être repéré par une caméra 3D. On a un pointeau qui a également des repérages tridimensionnels qui vont être captés par cette même caméra 3D et cette console de traitement va être capable de reconnaître la position de la tête par rapport à nos capteurs et d'intégrer cette position par rapport à l'IRM ou toute modalité d'imagerie qu'on aura mis dans la machine et ainsi, avec votre pointeur, vous pointerez sur la tête du patient et la machine vous dira où vous êtes dans le cerveau. Donc ça, l'avantage, c'est que c'est quelque chose qui guide et c'est très pratique de guider un geste de biopsie. Vous avez ici sur notre porte-instrument un trocard de biopsie qui est navigué et on peut pointer très facilement où on veut aller et c'est clairement utile sur ce gliome infiltrant qui est invisible à l'œil où vous pouvez faire des prélèvements à différents endroits, vérifier que c'est un tissu tumoral et guider ainsi la résection. On peut également coupler d'autres outils comme un microscope opératoire pour naviguer et incruster des données d'imagerie préopératoire à votre imagerie péropératoire. Et l'intérêt, c'est qu'on peut mettre dans cette machine toutes les imageries qu'on a pu faire avant, toutes les IRM, les scanners, les PET scans ou que sais-je. L'inconvénient, c'est le GPS. Si vous ne le mettez pas à jour, vous serez embêté. Et on observe ce qui s'appelle le brain shift. Dans votre résection, vous retirez du tissu tumoral, vous perdez du liquide céphalorachidien, donc il y a une déformation du cerveau qui n'est pas prise en compte par cette machine, ce qu'on appelle le brain shift. La machine ne la voit pas puisqu'elle vous montre l'IRM préopératoire, donc on perd de la précision au cours du geste. Et donc on essaye de surpasser ça en développant des techniques d'échographie péropératoire qui permettront de recaler et de déformer l'IRM, mais ça, ce n'est pas encore pour la routine. D'autres exemples, c'est l'IRM péropératoire. L'avantage, c'est qu'elle prend en compte le brain shift puisqu'on peut faire des acquisitions pendant la résection crâne ouvert. L'inconvénient, ils sont nombreux, c'est le coût, la nécessité de fabriquer un bloc opératoire autour d'une salle d'op et d'une IRM.
l'IRM, c'est les contraintes électromagnétiques de l'instrumentation, c'est le temps, puisque ça rajoute 1 heure au moins, et finalement un bénéfice clinique qui n'est pas encore démontré. Les autres intérêts, ça peut être la fluorescence induite péropératoire pour voir la lésion. On donne de l'acide 5-aminolévulinique à votre patient qui va être distribué dans toutes les cellules, mais dans les cellules tumorales, le métabolisme va être bloqué dans un métabolique qui s'appelle la protoporphyrie 9, et donc elle s'accumule dans les cellules tumorales. Cette protoporphyrie 9 est une molécule fluorescente qui, lorsqu'on l'excite par une lumière violette, en retour elle émet une fluorescence rose ou rouge, et donc ça permet de voir les cellules tumorales. C'est validé en pratique clinique par une étude de phase 3 dans les glioblastomes. Il est démontré que ça augmente la résection, que ça augmente la survie sans progression. Et finalement, je vais aller directement à une vidéo. Voici en lumière froide un aspect normal. On est dans la lésion, on applique notre filtre de microscopie, on va avoir une lumière violette qui va apparaître et au fond apparaît une fluorescence rosée puisqu'on est finalement contre le tissu tumoral. Donc on arrive à mieux voir qu'à l'œil nu le tissu tumoral. Et quand on repasse en lumière normale, effectivement, rien ne ressemble plus à du cerveau normal que cette infiltration tumorale. L'intérêt, c'est de mieux voir. Les limites, c'est que c'est une imagerie macroscopique avec une très mauvaise résolution et donc il faut essayer d'améliorer ça. Il est clairement corrélé un lien entre l'intensité de fluorescence, la densité de cellules tumorales et le grade de malignité, et on peut arriver à voir des cellules tumorales à l'échelon individuel. Pour ça, il faut développer une fluorescence à haute résolution avec une résolution microscopique, et on démontre, quand on applique un microscope confocal, arriver à voir des spots de fluorescence jusqu'à la cellule tumorale, et on peut traquer des cellules tumorales jusqu'à l'unité pathologique, même si ce n'est pas encore disponible en routine. Et le corréler, bien sûr, à l'imagerie. On peut le faire avec de la fluorescéine qui n'a pas de spécificité tumorale, mais qui peut montrer bien sûr également un tissu pathologique. Pour essayer de tenir le temps, une dernière solution, puisque le chirurgien sait qu'il va laisser des cellules tumorales dans sa cavité opératoire, il va apporter un traitement pour le prendre en compte, et nous avons une chimiothérapie locale in situ qui a l'autorisation de mise sur le marché pour les gliomes malins en première ligne à la récidive, qui sont des petits polymères, à peu près des pièces de 2 centimes d'euros, biodégradables, qui sont imprégnés de carmustine, qui est un agent alkylant, qui va donc pouvoir diffuser dans la cavité opératoire dans les semaines qui suivent la chirurgie. L'intérêt, c'est que conceptuellement, ça fait un pont entre ma chirurgie à J0 et le début du traitement oncologique adjuvant 1 mois et demi plus tard, donc il n'y a pas de rupture de traitement. C'est finalement très séduisant, c'est peu utilisé en pratique parce qu'il y a des majorations modérées des complications infectieuses, alors même qu'il a été démontré qu'il y a un gain sur la survie globale et que ce gain est maintenu à plusieurs années. Notre société française avait émis des recommandations pour les bonnes pratiques pour essayer de réduire le taux de complications et de profiter ainsi au maximum du bénéfice pour nos patients. Donc, en résumé, depuis une petite trentaine d'années, concernant ces gliomes infiltrants, la chirurgie de résection, elle a démontré qu'elle avait un impact pronostique sur la survie et sur la qualité de vie des patients, ce qui fait qu'on opère plus, on a une augmentation des indications opératoires au fil du temps, en même temps une augmentation de l'étendue de résection à proposer pour nos patients, et en parallèle une augmentation de l'exigence de résultats pour nos patients, et ça pend au nez également des vétérinaires, et je dirais tant mieux, avec une nécessité d'améliorer nos résultats fonctionnels. Pour ce faire, on a développé des outils de guidage péropératoire pour mieux voir la lésion, tout en sachant que ce que l'on peut voir est limité par les propriétés de la lésion qui restent invisibles à l'échelon de la cellule tumorale, ce qui fait qu'il faut coupler tout ça, bien sûr, à une cartographie fonctionnelle péropératoire pour ne pas aggraver nos patients. J'en ai fini et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, c'était excessivement clair et vous avez parfaitement tenu le temps de parole. Merci, je pense qu'on va revenir tout à l'heure après la présentation vétérinaire pour la discussion.